Bienvenue dans cette édition du 13h, voici les titres. Des retombées pour le Bénin au bout de plusieurs jours de mission du chef de l'État. Patrice Talon est rentré de voyage, le point de son périple dans cette édition. Visite institutionnelle des éléments de la police pour parachever leur formation. C'est la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui a reçu les gradés de la police nationale ce mercredi. Et puis on progresse dans l'enquête de l'attentat de Manchester. Le kamikaze qui a fait exploser sa ceinture de sécurité appartenait à un réseau plus large. La Grande-Bretagne est placée en état d'alerte maximale. Voilà donc pour les titres. Bonjour et bienvenue. Fait de mission pour le chef de l'État. Patrice Talon est au pays depuis dimanche. Il était en mission en Arabie Saoudite et en Inde. En République indienne, il a participé entre autres à la 25e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, ainsi qu'à la 43e assemblée du Conseil des gouverneurs du Fonds africain pour le développement. Le ministre des Affaires étrangères Aurélien Aguilonsi a donné hier après-midi un point de presse à ce sujet. Il est au micro de Ghislain Pouguet et de Brice Chibozo. Nous avons participé aux assemblées annuelles, aux 52e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et à la 43e assemblée du Conseil des gouverneurs du Fonds africain pour le développement. Là aussi, le chef de l'État, qui était particulièrement intéressé par le thème de ces assemblées, à savoir transformer l'agriculture pour créer la richesse en Afrique, a accordé d'abord une audience dès son arrivée au président de la BAD, le président Aki Oumi Adesina, qui a salué l'engagement de notre pays aux côtés de la banque et qui d'ailleurs a bien mentionné que parmi les 2 bureaux qui viennent d'ouvrir en Afrique, le Bénin se trouvait en bonne place et il a remercié le président qui a facilité l'installation de leur bureau. Le chef de l'État a également participé à une table ronde où il était question de la coopération que l'Afrique devait avoir avec l'Asie. Le président Talon a eu une réunion bilatérale avec le Premier ministre Narendra Modi où ils ont passé en revue notre coopération. Ils ont essentiellement abordé les voies et moyens pour redynamiser les 7 accords qui ont été signés en 2009 entre notre pays et l'Inde. Et il a insisté sur 3 points particuliers, à savoir le projet de l'identifiant unique au Bénin, l'identification de nos populations par la biométrie. Le Premier ministre indien a aussi offert au président d'explorer les possibilités de coopérer avec son pays dans le domaine de la santé, parce que vous savez que l'Inde produit les médicaments génériques et a développé toute une expertise pour produire des médicaments à bas prix. Nous avons aussi, avec le Premier ministre indien, abordé la question de la coopération avec le secteur privé. Le Premier ministre Modi a proposé au président de créer les conditions d'une rencontre entre le secteur privé indien et les dirigeants béninois, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, pour voir comment des possibilités d'investissement peuvent être explorées. Enfin, le Premier ministre indien a souhaité accueillir très prochainement le président Talon pour une visite bilatérale, une visite de travail, où je crois que les chantiers qui ont été évoqués ou ceux qui existent seront mis en évidence. Et pendant ce temps, le programme d'action du gouvernement, lui, recevait du soutien à Sinandé. Les membres du nouveau départ des communes de Bembereke, Sinandé, Niki et Kalalé disent approuver le contenu du Bénin révélé. Ils l'ont clamé haut et fort au cours d'un meeting de vulgarisation dans la 7e circonscription électorale. Je vous propose d'écouter quelques extraits de déclarations au micro de Nestor Sella et Giscard Rapovi. Nous avons toujours souffert de l'enclavement de la commune de Sinandé. Et donc nous tenons à le remercier très sincèrement pour avoir pris en compte cette voie. Et sur le terrain, tout le monde est fier, content qu'aujourd'hui Sinandé
aura sa route. Guessou Sud, Sinandé. Nous avons constaté que la route Kalale-Niki-Sebana a été retenue. Tout ce qui nous tient d'abord, c'est cette route. Le jour que cette route sera réalisée, c'est à partir de ce jour que l'ensemble des filles de Kalale se sentiront être de la République du Bénin. Et je suis sûr qu'avec l'aide de Dieu et la volonté manifeste du gouvernement du président Talon, cette voie sera réalisée. La population, d'abord, c'est ce que nous attendons d'elle, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, qu'ils soutiennent. Ils soutiennent ce programme. Il faut produire davantage. Parce que sans devise, on ne peut rien avoir. Étant donné qu'on était les membres du nouveau départ, ça veut dire actuellement nous sommes comptables de la gestion du président de la République. Alors il est normal qu'aujourd'hui nous vulgarisons ce programme. Parce que si ce programme échoue, c'est comme nous-mêmes nous avons échoué. Nous allons parcourir dans les jours qui viennent à Mo village, comme nous l'avons fait entre-temps pendant les campagnes, d'aller encore nous approcher de la population pour leur expliquer le bien fondé de ce programme d'action du gouvernement appelé Bénin Révélé. Parce que ce programme comporte des éléments où nous nous retrouvons dans notre circonscription électorale. Nous allons demander à notre population de nous aider à accompagner ce programme du président Patrice Talon. Et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, lui de son côté, procédait hier à l'installation des membres de la commission chargée de la relecture du statut de la magistrature. Enoch Mpati y était, il nous propose un compte-rendu. L'élargissement organique et structurel ainsi que le renforcement de la justice entrent dans sa phase active. En témoigne la présente cérémonie consacrée à l'installation des membres de la commission chargée de la relecture du statut de la magistrature. La mission qui est la vôtre n'est pas une mission en faveur de la magistrature. La mission qui est la vôtre est une mission en faveur de la justice. Une mission des hommes et des moyens, dit un adage. À cette même occasion, le ministre de la Justice a procédé à la remise des toges aux magistrats. La justice se voit, se laisse voir. La justice est incarnée. La justice a ses habits. La justice a ses tenues, a ses comportements. Et c'est l'État qui assure ça. C'est pour cela que lorsque cette préoccupation de toge a été exposée au gouvernement, nous y sommes attelés. Nous nous sommes attelés à trouver la réponse qu'il faut. Je voudrais dire aux juges, aux magistrats exerçants dans les tribunaux de première instance que nous avons aussi entrepris de commander les toges noires parce que c'est un devoir pour l'État. Il a par ailleurs rassuré ses hommes de droit sur la satisfaction prochaine d'autres revendications. Démarrage hier mercredi d'une étude sur le phénomène des migrants. L'initiative met un accent particulier sur la situation des enfants victimes de traite et d'exploitation économique. C'est l'œuvre de l'organisation Initiative des droits des migrants en action, cofinancée par l'Union européenne et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Rebecca Kenjaoundé, Ramatou Lawani. La migration est toujours une réalité au Bénin. L'une des priorités de l'initiative Les droits des migrants en nation est justement de promouvoir et de partager les droits des migrants dans des pays et des régions ciblées. La migration est une réalité indéniable. Il suffit de se mettre dans les frontières et nous voyons tout ce qu'il y a comme mobilité et déplacement. Elle ne touche pas que les adultes. Accompagnés ou non, de nombreux enfants se retrouvent sur les routes de la sous-région. Certains passent les voies détournées et subissent tous les risques, y compris les violences les plus dégradantes. À travers le projet de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants, le cas de Semekpodji est étudié. Des enfants, il en a été question. Mais désormais, dans cette commune de Semekpodji, nous saurons que les enfants, environ 34%, retrouvés dans la situation de migration et de traite, ont à peine 11 ans.
et que ceux qui ont entre 16 et 17 ans au cours de cette recherche étaient de 39%. La migration provoque la destruction de la personne et la met, dans la plupart des cas, en situation de vulnérabilité profonde. La Convention 189 de l'Organisation internationale du travail sur le travail domestique est l'un des outils qui encadre cette pratique courante. Je vous le disais dans les titres, les stagiaires de la 6e promotion de l'École nationale supérieure de police font le tour des institutions de la République. Il s'agit de visites qui s'inscrivent dans le cadre de leur formation. Hier mercredi, c'est la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, qui les a accueillis. Le point de leur visite avec Jean-Claude James et Julien Kouikou. La presse exposé sur l'organe de régulation de la presse béninoise. Les destinataires de ce message du président de la HAC, les commissaires principaux de police, en quête du diplôme d'études supérieures appliquées de police. Lorsque l'on est en stage, il faut chercher à tout connaître et la police doit aller un peu partout. Et la HAC est une institution de l'État, de la République. Et de loin, on entend ce qui se dit, ce qui se fait ici, mais il était important que nous nous rapprochions des responsables de cette institution pour mieux la connaître. Nous avons retenu beaucoup de choses. Nous avons d'abord connu comment est-ce que la HAC travaille, l'organisation et l'organigramme de la HAC, comment est-ce que les plénières sont organisées et comment est-ce que les décisions de la HAC sont prises après des audiences. Donc cela nous a édifiés à plus d'un titre. Mais si la Maison nationale de la presse suscite cette curiosité, qu'en est-il de la relation entre policiers et journalistes? Nous collaborons avec les journalistes. Nous ne sommes pas des adversaires, encore moins des ennemis. Nous devons toujours continuer par collaborer et chacun doit savoir comment est-ce qu'il faut accomplir sa mission et tout le reste viendra après. Avant la HAC, la Cour constitutionnelle a été visitée et les autres institutions de la République vont également accueillir cette 6e promotion de stagiaires de l'École nationale supérieure de police. On prend la direction de Dangbo à présent. Le ton est monté d'un cran au cours d'une section extraordinaire du conseil communal de Dangbo. C'est une affaire domaniale qui a chauffé les nerfs. L'atmosphère est devenue tendue. Les langues se sont déliées. C'est à une véritable confrontation publique entre conseillers qu'ont assisté nos reporters sur place, Guillaume Avienon et Patrick Nimavor. Comment se fait-il que monsieur est en sa position? Le Vétobouga ne fait pas un technicien de cette mairie. L'univers ne vous rate en rien. Semez et puis vous allez récolter. Une rencontre de vérité entre conseillers et équipe dirigeante de la mairie de Dangbo. À l'ordre du jour, une affaire domaniale portant sur une superficie de 2 hectares, préalablement attribuée par la mairie à un promoteur social local pour l'érection d'infrastructures devant servir à la formation et à la prise en charge de la jeunesse déshéritée de la commune. Un projet finalement détourné à des fins mercantiles. Le maire Mathias Akowano et son équipe mise en cause dans cette affaire a décidé de laver publiquement son honneur. Quand les 4 conseils disent qu'ils ont les preuves, c'est ce qu'ils ont comme preuve. Le reste, le type a bavardé dans les portables en disant qu'il a eu une discussion avec le maire et le maire aurait réclamé de l'argent. Si le maire veut prendre de l'argent, est-ce qu'il allait soumettre son dossier au conseil communal? Il se dégage de la confrontation avec le ton élevé parfois dans le rang des protagonistes de ce qu'on peut qualifier de crise, une évidence. Le promoteur en question semble avoir manqué de bonne foi. Les choses qui n'existent pas, ils ont raconté, nous les avons déchargés. Ceux qui ne savent pas, là où la loi n'a pas prévu quelque chose, on peut faire la chose. Au final, la majorité des conseillers a requis que le promoteur incriminé s'en tienne aux clauses du contrat de cession préalablement établi, au risque de se voir purement et simplement retirer le domaine par la mairie de Dangbo. On parle santé à présent. Le Bénin célébrait ce 23 mai la journée internationale contre la fistule obstétricale, une maladie des femmes qui fait victime depuis quelques années au Bénin. Cette 5e édition de la journée internationale d'élimination des fistules obstétricales a eu lieu à la maison des jeunes de Cloué-Camin. Cyprien Lokossou et Évariste Zouman.
La fistule obstétricale multiplie ses victimes au Bénin. Une maladie des femmes qui se manifeste par l'écoulement de l'urine et des matières fécales. La maladie de la honte ou des odeurs nauséabondes, comme certains l'appellent. Les zones rurales au Bénin en souffrent. Et malheureusement, certains hôpitaux sont peu équipés pour y faire face. Je voudrais donc saisir cette occasion pour plaider afin que les partenaires nous accompagnent à renforcer les compétences de ceux déjà existants et à renforcer le plateau technique de nos hôpitaux pour une bonne prise en charge des fistules, voire une bonne prise en charge des femmes et des enfants en général dans le département. En réalité, le tableau n'est pas reluisant dans la zone sanitaire Koulikame, Toviklen et Lalo. Les femmes continuent d'accoucher à domicile ou vont dans des cliniques sous-équipées, ce qui entraîne une complication de la naissance du bébé, point de départ de la maladie. La célébration de cette journée doit, au-delà des manifestations festives, être une occasion de sensibiliser les acteurs communautaires sur les moyens de prévention et de prise en charge de la fistule obstétricale. Le maire de Koulikame et le préfet du Koufo ont plaidé pour le renforcement de la sensibilisation auprès des partenaires techniques et financiers. Le thème de cette année est intitulé, je cite, « L'espoir, la guérison et la dignité pour tous » et constitue à nos yeux un appel aux différentes autorités politico-administratives et gestionnaires du système de santé en vue de mettre fin à la fistule obstétricale qui affecte exclusivement les femmes et les filles les plus pauvres, les plus vulnérables et les plus marginalisées. Il faut tout faire pour mettre fin à la fistule obstétricale. Le ministère de la Santé, avec l'appui du FUNIAP, a élaboré en 2016 la stratégie nationale de lutte contre les fistules obstétricales. Ce document est dès lors une boussole pour toutes les parties prenantes. La fistule obstétricale se guérit. D'ailleurs, des femmes qui en ont souffert dans le Koufo ont témoigné. Elles ont reçu l'appui de l'ONG RepFed et Innerwell. D'une pathologie à une autre, intéressons-nous à présent à une maladie congénitale, le bec de lièvre. Son origine est encore très peu connue. Pourtant, on en dénombre plusieurs cas au Bénin. Cette maladie est souvent sujette à plusieurs interprétations. Scientifiquement, la maladie est approuvée et aujourd'hui, les personnes qui en souffrent ont beaucoup de chances d'en guérir au Bénin. C'est ce que nous révèle ce sujet de Cécile Rondé. Difficile de s'alimenter et de s'exprimer pour les personnes vivant avec cette déformation buccale. Il s'agit du bec de lièvre, une pathologie qui touche le fœtus dans son développement. Au Bénin, la maladie est très peu connue. Bec de lièvre. Je ne maîtrise pas. Même si je vois quelqu'un aujourd'hui avec, je ne saurais pas. Non, je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça. J'en ai entendu parler une fois. Cependant, des sachants qui en fait sont des professionnels sont habilités à reconnaître la maladie et en parler. Le bec de lièvre, ou encore appelé fente labiale, est une maladie qui est souvent contractée par défaut d'accollement des bourgeons qui permettent de former la lèvre. Ça arrive dans la vie intra-utérine, souvent la 4e semaine. C'est pas parce que, comme on dit chez nous, on a lancé un sort aux parents ou bien non. Parfois, les gens disaient même que c'est parce que pendant que la maman portait la grossesse, soit elle est allée chez le boucher qui a coupé ou bien non. En dehors de la malformation du visage, ces personnes restent des êtres humains à part entière. Malheureusement, ils sont souvent victimes d'une certaine stigmatisation. On met dans un établissement, les gens disent « Ah, voilà, bon, ça fait peur aux autres enfants. » Lorsque l'enfant est né, beaucoup nous ont éloignés. Précisément, les gens qui sont dans ma famille. Un enfant qui, à la naissance, a une fente labiale ne va pas transmettre la fente labiale à un autre enfant. Non, c'est pas contagieux du tout. Il aura peut-être quelques petits défauts lors de la succion, lors de l'élocution, lorsqu'il va parler. C'est une maladie tout à fait traitable qui donne de très bons résultats. Et les résultats sont meilleurs plus vite le malade est pris en charge.
Les progrès chirurgicaux permettent aujourd'hui de réparer le bec de lièvre. Cependant, le coût élevé du traitement constitue une difficulté majeure pour les familles. Depuis 2010, un brin d'espoir est donné aux personnes vivant avec ce handicap. J'étais chez moi quand un frère m'a appelé pour dire, depuis le village, voilà, il y a une telle ONG, donc je suis venu. Et voilà aujourd'hui l'enfant, le nouveau enfant que j'ai. C'était formidable, c'est un travail impeccable. Beaucoup m'ont dit, où est-ce que tu as amené l'enfant? Dans quel hôpital on a traité l'enfant comme ça? J'ai dit non, que vraiment, moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Eustache Akoto est président d'une organisation non gouvernementale. Par son entremise, ces malformations sont traitées sans contrepartie financière de la part des patients. Nous voulons que le gouvernement nous accompagne. Parce que c'est vrai qu'ils font l'effort à travers le ministère de la Santé, juste, mais l'appui technique. Mais il faudrait qu'ils en fassent davantage parce que si rien n'est fait pour l'esthétique de ces personnes, ils vont mourir comme ça. Et à chaque fois que nous voulons organiser cette mission, il y a plus de difficultés. Il y a plus de blocages qu'on ne peut pas exprimer. L'appui du gouvernement pourrait contribuer à redonner le sourire à un plus grand nombre de familles touchées par cette pathologie. Une incursion à présent dans l'univers des technologies de l'information et de la communication. La deuxième édition du concours Hackathon 2017 a été lancée. Plus de 240 développeurs sont sur la ligne de départ. Leur challenge, créer des applications innovantes dans les secteurs de l'éducation, du commerce et de la santé. Enoch Mpati, Augustin Boudou. Une démonstration artistique pour lancer le concours Hackathon édition 2017. Organisé par le ministère de l'économie numérique et de la communication en partenariat avec la Banque mondiale, ce concours réunit des étudiants béninois développeurs. L'objectif est de les amener à développer des applications simples et innovantes pour les secteurs de l'éducation, du commerce et de la santé. Des offres qui seront en phase avec les préoccupations des usagers. Dans le domaine de la santé, nous espérons avoir des applications innovantes sur la sensibilisation des communautés, la communication unifiée entre les structures sanitaires, la télémédecine, le suivi des grossesses. Dans le domaine de l'éducation, nous attendons des innovations sur la gestion de la scolarité, le e-learning et le didactuel. Dans le domaine du commerce, nous attendons des applications sur la commercialisation, l'accès au marché. C'est donc parti pour 3 jours d'intenses travaux pour ces 240 développeurs. C'est la toute première fois que je viens à Hackathon et moi je suis du côté de la santé, c'est la routine. Nous sommes des développeurs, on a l'habitude de programmer, donc c'est l'occasion pour nous de venir montrer de quoi on est capable de montrer nos talents. Je suis dans l'éducation. J'avais comme intention d'essayer de numériser un peu le système éducatif béninois parce que ça devient important. À la fin des travaux, ces jeunes développeurs présenteront leur projet devant un jury. Celui-ci va choisir les applications qui remportent les 3 prix en compétition. Et on en vient maintenant à cette visite du ministre des enseignements maternels et primaires à l'école Nouveau Pont. Salimane Karimou est allé constater l'état de délabrement de ce lieu de savoir. Vous le verrez sur les images. Mais au détour de cette descente du ministre dans ce décor pas trop gai, une bonne nouvelle tout de même, le ministre Karimou promet d'accélérer les travaux de réfection des lieux. Arnaud Adadja, Iliad Bukovo, Brice Chibozo. Bientôt finie la souffrance des enfants de l'école primaire Nouveau Pont. Par cette descente, le ministre des enseignements maternels et primaires répond à l'appel des enseignants pour situer les responsabilités. Nous sommes dans une école qui n'en a plus l'air, qui constitue désormais un danger pour nos apprenants. Et vous constatez avec nous que l'école est en train de se dégrader petit à petit et les murs sont en train de tomber et l'école se retrouve dans un milieu qui n'est plus totalement propice, qui n'est plus sécurisant. Et pour construire désormais au terme des dispositions de la loi, c'est les collectivités territoriales. C'est un déplacement très apprécié par les représentants des associations des parents d'élèves. Mais avant,
L'honneur est revenu au directeur de l'école primaire d'exposer les problèmes de son établissement. Nous vivons des situations dramatiques. C'est un peu difficile et chaque fois, nous sommes hantés par des cauchemars. Et depuis hier, quand nous avons appris le passage du ministre aujourd'hui, nos cauchemars se sont transformés en rêves. L'une des solutions immédiates est la délocalisation de ce cadre d'enseignement. Mais les parents d'élèves s'y opposent. Nous avons refusé la délocalisation de l'école parce que nous sommes dans un quartier. Et dans le quartier, il y a 3 quartiers. Donc on déplace l'école vers où? Également présent, le préfet du littoral profite pour demander aux occupants des emprises de l'école de libérer les lieux. Une bonne nouvelle qui pourrait soulager dans la mobilité des prisonniers, les transferts des condamnés et des personnes provisoirement détenues vers les lieux d'audience seront désormais plus aisés à Cotonou. La prison civile vient de recevoir un fourgon flambant neuf. Clotaire Oekon et Wenceslas Aroyimon ont suivi la cérémonie de remise de ce matériel roulant. Le déplacement des condamnés ou des personnes détenues provisoirement de la prison civile de Cotonou vers les prétoires ou les salles d'audience est ainsi facilité à la faveur de cette mise à disposition du fourgon. Une remise de matériel roulant qui rime avec l'accélération dans les dossiers de jugement pendant devant les tribunaux. Ce nombre élevé des personnes en détention provisoire est dû aussi au fait que les moyens ne suivent pas dans la présentation des personnes inculpées devant les juridictions. L'une des solutions est la dotation de nos maisons d'arrêt de véhicules en capacité d'assurer la présence de ces personnes-là. Mais au-delà, je m'adresse à vous parce que je sais que beaucoup parmi vous, et nous mettons en place une politique dans le sens que beaucoup parmi vous recouvrent leur liberté. Luttons de la surpopulation carcérale, amélioration des conditions de vie des détenus et célérité dans l'étude des dossiers devant les juridictions vont de pair avec ces cérémonies de remise de fourgon à la prison civile de Cotonou. Religion à présent, la paroisse Grâce Divine de Godomain de l'église du christianisme céleste a fêté les moissons dimanche dernier, moment de joie et de réjouissance. Cette fête riche en chansons et en musique a connu la présence effective du révérend pasteur de l'église Bennett Adéogun, lui-même en personne. Reportage Ghislain Pouguet, Francis Fatan. Fête des moissons à l'église du christianisme céleste Grâce Divine de Godomain ce dimanche. Pour la circonstance, le culte est présidé par le premier responsable au niveau mondial de la confession, le révérend pasteur Bennett Adéogun. Sois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que Dieu transforme ta vie. Que Dieu transforme ton corps. Qu'il transforme ton esprit. Ce dimanche, on a moissonné et engrangé des biens matériels et financiers pour l'œuvre du Seigneur et de l'église. Entre nous, on va faire sortir de l'argent acheté pour rendre grâce à Dieu, pour édifier encore plus le temple, là où nous célébrons notre Dieu. Annuellement, nous célébrons cette fête de moisson pour rendre grâce au Seigneur, pour lui présenter les prémices de nos récoltes et ensuite recevoir sa bénédiction. Une célébration au cours de laquelle la chanson a occupé une place importante. La chanson, c'est la maison de Dieu. On dit que dans la louange règne le Seigneur. Le Seigneur règne dans la louange. Nous ne pouvons pas faire une fête sans une chanson. Ce dimanche, sur la paroisse Grâce Divine, on a animé, chanté, dansé toute la journée. À l'étranger, à présent, nouvel élément dans l'attentat de Manchester. Salman Abedi, le kamikaze qui a tué 22 personnes lundi soir à la sortie d'un concert à Manchester, faisait partie d'un réseau plus large. C'est ce qu'a déclaré mercredi le chef de la police de la ville. L'armée a été déployée à travers la Grande-Bretagne, placée du coup en état d'alerte maximale. Reportage. L'enquête progresse autour de l'attentat de lundi soir à Manchester. Une personne a été arrêtée à Nuneaton, au centre de l'Angleterre, mercredi soir, portant à 7 le nombre de suspects en garde à vue. Plusieurs explosifs ont été découverts lors d'une perquisition par la police, qui craint avoir affaire à un réseau planifiant de mener d'autres attaques. Revendiqué par le groupe État islamique, l'attentat de lundi a tué 22 personnes, dont un policier et plusieurs enfants, à la sortie d'un concert de la pop star Ariana Grande.
D'après les enquêteurs, son auteur est Salman Abedi, un Britannique d'origine libyenne de 22 ans. Son jeune frère a été arrêté en Libye. Selon la police locale, il est lui aussi membre de Daesh et était au courant du projet d'attentat. Le père du kamikaze a été interviewé par l'agence Reuters juste avant d'être lui aussi arrêté à Tripoli. Salman étudiait à l'université de Northampton au sud de Manchester, dit son père. C'était un garçon sans histoire. Il a validé ses 2 premières années avec de bonnes notes. Je lui ai parlé il y a environ 5 jours. Le New York Times a publié des images prises sur les lieux de l'attaque par la police britannique. On y voit un détonateur, des morceaux de métal et un sac à dos déchiqueté. Selon un analyste, la bombe était puissante et dotée d'une charge ultra rapide. Mais cette fuite dans la presse a suscité la colère des autorités britanniques alors que la tension est palpable au Royaume-Uni. Plusieurs milliers de soldats ont été déployés dans les rues dans le cadre du niveau d'alerte critique. Le bilan pourrait s'alourdir. Une vingtaine des 64 blessés hospitalisés sont toujours en soins intensifs. Fin de ce journal. Merci de votre très aimable attention à la communauté chrétienne. Nous souhaitons une bonne fête de l'Ascension.